Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Voici les titres qui ont marqué l'actualité de la semaine. Après la RDC, Ebola s'étend à l'Ouganda et tue 2 personnes. Le pays s'était placé en état d'alerte depuis août 2018. Le Botswana dépénalise l'homosexualité qui était interdite par le code pénal depuis 1965. Et en fin de journée, nous partirons au Ghana à la rencontre d'un professeur qui a une recette qui marche du tonnerre auprès des élèves. Je vous le disais en titre, l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC a traversé les frontières et s'est étendue à l'Ouganda. 2 personnes sont mortes. Kampala a aussi signalé plusieurs cas présumés dans l'ouest du pays, non loin de la frontière avec la RDC. Le gouvernement a suspendu les marchés communs, les cultes, les enterrements et mariages aux frontières entre les 2 pays. Pour la première fois depuis le début de cette épidémie, l'Ouganda a enregistré un premier cas du virus Ebola. Sa première victime, un garçon de 5 ans. Il venait de rentrer de RDC avec sa famille. Le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga Kalenga, est revenu sur cette tragédie lors d'un point presse. Là, c'est un enfant de 5 ans dont la maman est congolaise, le père est ougandais. C'est une famille qui vit en Ouganda, qui était venue en RDC au chevet du père de la maman. Et le père est décédé d'Ebola le 27 mai. De son côté, la ministre ougandaise de la Santé a organisé une conférence de presse pour donner plus de détails sur les circonstances du drame. Un échantillon de sang a été prélevé et envoyé à l'Institut de recherche sur le virus de l'Ouganda très tôt le matin du 11 juin. Et l'échantillon a été testé positif pour Ebola. Les autorités ougandaises ont par ailleurs identifié une dizaine de personnes ayant été en contact avec cette famille. Malgré toutes leurs précautions, un deuxième décès a été recensé mercredi. Il s'agit de la grand-mère du garçon de 5 ans. Les autorités font face au défi de la frontière entre l'Ouganda et la RDC, traversée par de nombreux commerçants. Le conflit a fait fuir des gens de là où Ebola a commencé, vers ce côté de la frontière. Nous ne savons pas s'ils sont atteints du virus Ebola ou pas. Donc s'ils ne continuent pas à vérifier les gens à la frontière, ça va se propager et qu'ils continuent. Nous avons établi 6 points de contrôle au niveau de l'entrée principale en Pondway, où nous avons effectué un contrôle quotidien. On peut contrôler jusqu'à 30 personnes quand il y a beaucoup d'affluence. Selon l'OMS, l'Ouganda a vacciné près de 5000 membres du personnel de santé avec un vaccin expérimental. Un pays qui a déjà connu des épidémies d'Ebola. La plus récente remonte à 2012. Et avec Ebola, la RDC voisine est aussi victime d'une épidémie de rougeole. Médecins sans frontières a appelé l'ensemble des acteurs à une mobilisation massive contre cette épidémie. La rougeole a déjà fait plus de 1500 morts ces 5 derniers mois dans le pays. Environ 90 000 cas suspects ont été enregistrés. Une situation inquiétante pour les autorités congolaises car elle représente une augmentation de 700% par rapport à 2018. Vous l'avez suivi dans votre BBC Info du mardi 11 juin. C'est une victoire historique pour la communauté LGBT africaine puisque le Botswana a dépénalisé l'homosexualité. La suppression de cette loi instaurée en 1965 vient donc envoyer un message clair au reste du continent après le refus du Kenya en mai. Olivier Weber. Une explosion de joie dans un tribunal bondé. À l'unanimité, les juges de la Haute Cour du Botswana viennent d'annuler les clauses du Code pénal criminalisant les relations entre personnes du même sexe. Ces clauses prévoyaient des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Selon le juge, ces lois étaient des reliques de l'ère coloniale, anticonstitutionnelles et discriminatoires. Dans ce pays d'Afrique australe, considéré comme un des plus démocratiques du continent, les homosexuels sont pourtant stigmatisés. Les associations locales de défense des droits LGBT espèrent que ce jugement aidera à changer les mentalités. La décriminalisation va changer la société, car parfois les gens utilisaient la loi pour justifier leur discrimination. Cela va continuer à sensibiliser les citoyens et les aider à changer d'opinion, en leur montrant comment la discrimination affecte les gens.
Ce jugement historique au Botswana était très attendu sur l'ensemble du continent. Il intervient après le refus le mois dernier de la Haute Cour du Kenya d'abroger les lois réprimant les relations homosexuelles. Sur les 54 pays africains, 31 ont des lois criminalisant l'homosexualité. Dans 3 pays, la Mauritanie, le Soudan et la Somalie, elle est passible de peine de mort. Récemment, des États comme l'Ouganda, la Tanzanie ou le Burundi ont durci leurs lois. Mais dans 19 pays du continent, les relations sexuelles entre personnes du même sexe ne sont pas illégales, comme par exemple en Afrique du Sud, en RDC, au Niger ou au Burkina Faso. La question reste souvent un tabou et le débat est loin d'être clos. Prenons la direction du Soudan pour le grand angle de ce journal. Des dizaines de manifestants en faveur d'une transition civile ont été tués au cours de la semaine dernière et beaucoup d'autres sont portés disparus ou ont été arrêtés. Le régime a invité des journalistes à visiter des hôpitaux qui auraient été saccagés par des manifestants. Notre envoyé spécial Fargaïkin a répondu favorablement à leur invitation, mais tout ne s'est pas passé comme l'avaient prévu les militaires. Récit de Lamine Noureddine Konkobo. L'idée au départ était simple. Présenter aux journalistes une version de la situation, la version de la junte au pouvoir. Au bout du compte, un pari risqué, puisque l'opération permettra d'exposer la triste réalité dans toute son ampleur. Parmi les acteurs de la crise, la force d'intervention rapide qui terrorise les civils. Selon la population, elle est composée de Janjaweed, ces miliciens réputés pour les viols et meurtres au Darfour. Ils campaient à l'extérieur de la clinique où ils ont été transportés pour l'occasion. On a montré à notre équipe des bureaux saccagés, présentés comme l'œuvre des manifestants. Les miliciens qui marquaient notre reporter à la culotte étaient pourtant timides face à l'objectif de la caméra. Sur supplication des autorités, certains se laisseront néanmoins filmer. Notre reporter explique, c'est censé être une opération de propagande. Le gouvernement nous montre les exactions de l'autre camp, mais en réalité il s'agit d'une farce, car au cours de notre tournée, les forces de soutien rapide intervenaient, ce qui est une indication qu'il y a quelque chose à cacher. Voici l'hôpital où les révolutionnaires ont causé des dégâts. Ils ont complètement détruit le matériel, les médicaments et les meubles. Cette version est-elle vraiment crédible? Ce qui est certain, c'est que l'hôpital a été attaqué et détruit. Nous ne pouvons pas confirmer qui l'a fait. Un témoin qui a requis l'anonymat a déclaré à la BBC que c'est la milice qui est responsable des dégâts. Je les ai vus en train de forcer un coffre-fort pour s'emparer de tout l'argent. Ensuite, ils ont tout brisé. Ils n'ont rien laissé intact. Notre équipe s'est ensuite rendue à Omdurman, la deuxième ville du Soudan. Cette fois-ci, une visite à l'hôpital destinée à montrer que la vie reprend son rythme normal. Au cours de ces 2 derniers jours, cet hôpital, il était fermé en raison de l'insécurité dans la région. À présent, les malades attendent de l'aide et n'en reçoivent que très peu. Notre reporter observe. Sans le vouloir, pendant tout ce voyage de propagande, le gouvernement nous a donné un aperçu de la colère qui alimente le mouvement de protestation, dans le cas présent, l'état de délabrement des services de santé. C'est le deuil dans la famille d'Ali Omar Hilal, un homme de 45 ans. Ali Omar serait décédé des suites d'un coma induit par une crise de diabète. Couché tout près, le frère cadet du défunt est dans le choc. La famille avait du mal à trouver de l'aide médicale dans le chaos de ces derniers jours. Le chaos, désormais le quotidien dans un Soudan à la recherche de ses marques. Le reste de l'actualité de la semaine, en bref et en images. Bilan revu à la baisse au Mali, l'attaque sur le village d'Ogon de Souban dimanche a fait 35 morts, dont 24 enfants, selon un communiqué mercredi du gouvernement. Lundi, les autorités maliennes avaient annoncé un bilan provisoire de 95 morts et 19 disparus. Un deuil national de 3 jours a été décrété et un gouverneur a été limogé. En Algérie, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a été écroué dans le cadre d'enquêtes anticorruption. Abdelmalek Sellal est le 2e Premier ministre de l'ancien président Bouteflika envoyé en prison en 2 jours. Un juge a aussi placé en détention préventive Ahmed Ouyala, 4 fois chef du gouvernement. L'ONU a voté à l'unanimité le renouvellement pour 1 an de l'embargo sur les armes en Libye. Les Nations Unies déplorent l'arrivée d'armement dans le pays. Depuis le lancement début avril de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale Tripoli, plusieurs arrivages d'armes ont été signalés.
Et puis le Gabon a un nouveau gouvernement, toujours dirigé par le Premier ministre Julien Kogi Bekale. La nouvelle équipe est constituée de 28 membres. Le fait marquant est la création d'un ministère dédié à la lutte contre la corruption. C'est le deuxième discours du président Ali Bongo depuis ses vœux, le 31 décembre dernier. Dans la deuxième partie de ce BBC Hebdo, nous irons au Ghana. Si vous êtes enseignant, vous êtes sûrement déjà demandé comment empêcher les élèves de s'ennuyer en classe. Eh bien, un professeur d'art créatif a trouvé une méthode originale, la danse. Et les élèves adorent, comme nous l'explique une autre passionnée de danse, Caroline Noyer. Un professeur comme ça vous dit ? Percy est professeur d'art créatif dans l'Est du Ghana. Sa manière bien à lui d'encourager ses élèves est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a été partagée et vue par des milliers de personnes. J'utilise de façon unique la danse avec mes élèves pour améliorer leur confiance en eux en classe. Les élèves adorent ces cours et disent qu'ils les aident à mieux mémoriser. Quand il arrive en classe et qu'il danse, et que je me souviens de la danse, je me souviens de la leçon. Il n'est pas trop sévère quand il enseigne. Il est patient avec nous. Il fait tout. Il fait tout son possible pour que l'on comprenne. La danse m'aide à m'améliorer. Ça m'aide aussi à me sentir à l'aise en classe. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je lui pose la question et il m'explique. Si vous savez chanter ou danser, Percy a ce qu'il vous faut. Ce n'est pas seulement pour ceux qui savent danser ou chanter. Il y en a aussi pour ceux qui savent jouer la comédie. Je veux que tout le monde trouve son domaine de prédilection. Depuis longtemps, les enseignants privilégient les méthodes traditionnelles comme la lecture et l'écriture au tableau. Mais Percy espère que sa technique donnera envie aux enfants de continuer à étudier tout en développant leur talent caché. Un mot de sport avec le retour de Caster Semenya, la grosse attraction du meeting de Montreuil en France qui a eu lieu mardi. L'athlète sud-africaine a remporté son 2000 mètres en 5 minutes 38 secondes. Caster Semenya, devenu par la force des choses le symbole et la porte-parole des athlètes hyperandrogènes, poursuit ainsi son combat sur et en dehors de la piste. Après sa course, elle a répété qu'elle n'avait pas l'intention de se plier au règlement de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme, qui lui impose de subir un traitement pour pouvoir courir sur certaines distances. Je ne suis pas une idiote. Pourquoi devrais-je prendre des médicaments ? Je suis une pure athlète. Je ne triche pas. Il ferait mieux de s'occuper du dopage plutôt que de nous. Je peux courir tout ce que je veux. Le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en longueur, l'heptathlon. Je suis une athlète talentueuse, je ne fais pas de soucis. Si je dois me retirer du 800 mètres, ça n'a plus d'importance. J'ai gagné tout ce que je voulais. Donc si je devais changer de discipline, bien sûr, pourquoi pas. C'était Caster Semenya. Et pour terminer ce journal, un décor disco, des plumes roses et des paillettes ont transformé le musée Met de New York, mondialement connu, en salle de bal extérieure pour accueillir un concours de danse hors du commun. L'influente rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour, était présidente du jury du concours de voguing. 6 des meilleurs danseurs de la ville se sont disputés la couronne. Ce concours était l'un des événements du mois de la Gay Pride. Le voguing a vu le jour dans les années 80, une danse qui demande beaucoup de style et de flexibilité, comme vous pouvez le voir. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous suivent, notamment sur Canal au Cameroun et Raga TV en RDC. Demain, vous retrouverez Claire René Mendy pour une semaine d'information avec BBC Info. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous.